Nathalie Heinrich. Oui, alors moi, je vous rejoins sur le fait que la perception de voix est quelque chose de totalement individuel, hein. La voix existe parce qu'on l'écoute, comme vous disiez tout à l'heure. Par contre, ce qui peut être fascinant dans cette voix, c'est qu'elle sort un peu de la norme, hein. C'est-à-dire que les altos féminins, c'est quand même des voix assez rares, qui donc véhiculent une sorte de fascination. Et peut-être que sa voix, par son caractère très particulier par rapport à l'ensemble des voix, fascine. Une femme qui chante grave, voilà, c'est ça. Donc notre auditeur est une auditrice finalement, après réflexion. Ah bah, je sais pas, là vous me dites... Si sa voix alto fait de l'effet, il y a plus Si peut-être c'était des un chances. alto masculin, ce serait quelque part la même réflexion. Parce que les altos masculins, eux aussi, sont déstabilisants. Quand on ferme les yeux et qu'on les entend, on croirait voir chanter des femmes, écouter chanter des femmes. Et puis quand on les voit, on se rend compte que ce sont des hommes et qu'ils ont une voix très belle, une voix de mezzo-soprane. Voilà, les altos féminins sont aussi des voix qui fascinent. Alors ça fait évidemment penser à Farinelli et à sa voix extraordinaire qui a fasciné pendant des siècles, Christian Hugonnet. Oui, je voulais simplement insister sur un terrain qui revient souvent la semaine du son, qui est celui de l'image, qui est le prolongement du sonore. C'est intéressant de le dire sous cette forme-là, et se souvenir en tout cas que lorsqu'on entend une voix ou un son, de manière générale, on se l'imagine. Autrement dit, il y a en fait derrière une image qui se construit immédiatement, quasiment. Et Murray Schaeffer me disait l'autre jour encore, il me dit, tu sais, all the sounds commit to suicide. Tous les sons se suicident, mais l'image reste derrière. Autrement dit, l'image mentale qu'on se donne de la perception d'un son, elle reste derrière. Et je crois que finalement, un auditeur, ou en tout cas une personne, ou dans une chorale, une personne qui va entendre quelqu'un chanter, va effectivement se créer une image mentale aussi qui sera pérenne, je dirais, et qui va lui donner envie de continuer cette écoute. Et pour terminer, j'aimerais citer cet exemple de cet animateur radio qui me disait l'autre jour, qui donnait une émission que je ne citerai pas, mais qui donnait un peu dans le monde entier. Il se retrouve en Afrique, et il travaille pour RFI, et il se retrouve devant un garçon qu'il ne connaissait pas. Et cet homme lui dit, écoutez, j'ai vraiment un animateur que j'adore, mais c'est pas vous. Non, c'est pas vous, vous me parlez. Et lui dit, mais si, c'est moi. Et l'autre lui dit, mais bon, alors d'accord. Alors, attendez, je vous regarde plus. Maintenant, je vais vous écouter. Et à ce moment-là, cet animateur s'exprime, et l'autre lui dit, ben oui, c'est vous, je vous ai retrouvé. C'est intéressant, parce qu'entre-temps, en fait, cet homme s'était fait une image différente de celui qu'il avait en face de lui. Vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture. Nous débattons aujourd'hui de la question « Notre voix dit-elle qui nous sommes ?» avec nos invités Claude Fugain, médecin phoniatre responsable de l'unité de la voix à l'hôpital Foch, Nathalie Heinrich, chercheuse au CNRS à Grenoble, Christian Hugonnet, président fondateur de la Semaine du Son, et Johanna Révis, orthophoniste à l'hôpital de la Timone à Marseille. Alors cette image mentale liée à la voix, effectivement, est un sujet très riche. Nathalie Heinrich voulait réagir. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que dit Christian. Effectivement, ça fait écho à cette discussion qu'on a eue sur le timbre. On a beaucoup discuté de la notion de timbre qu'on appelle qualitatif, donc les caractéristiques acoustiques, temporelles, spectrales du son. Mais il faut savoir que tout son a aussi un timbre identitaire, c'est-à-dire qu'on essaye, dès qu'on entend un son, que ce soit un son de voix ou n'importe quel son de l'environnement, on essaye de le matérialiser dans sa tête, d'en comprendre la source. Alors justement, c'est là que peut-être la notion de carte d'identité vocale qu'on a pu évoquer en début d'émission est prise un peu en défaut. C'est-à-dire que l'image mentale que l'on se fait à partir d'une simple voix peut être décalée assez profondément par rapport à la réalité de la source de cette voix. Et effectivement, la radio est un excellent moyen de fabriquer des images mentales et d'avoir après quelques surprises. Johanna Révis. Oui, et puis ça nous est arrivé à tous, même au téléphone, je pense, de se faire une idée et d'être soit très agréablement surprise, soit extrêmement déçue au moment de rencontrer la personne finalement. En effet, on va se faire une idée. Alors, il y a quand même certaines choses qu'on peut apprendre à l'écoute d'une voix sur quelqu'un et qui sont relativement fiables. C'est-à-dire que lorsque vous entendez quelqu'un parler, vous savez d'une manière relativement fiable si c'est un homme ou si c'est une femme. Vous pouvez savoir à environ 5 ans près son âge.
Vous avez une idée de ses origines socioculturelles, de où il vient, ses origines géographiques. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut apprendre sur une personne rien qu'en écoutant sa voix. Mais se faire une image de à quoi il ressemble, c'est autre chose, c'est un autre problème. Voilà, c'est plutôt des critères sur sa personnalité, sa culture, etc., que sur son physique, au fond, en fait. Donc, il n'y a pas un lien aussi direct avec l'apparence, avec l'image elle-même. Il y a quand même une étude formidable qui a été publiée il y a quelques années. Ils ont pris des photographies de jeunes femmes et ils ont enregistré leur voix par ailleurs, et puis ils ont montré les photographies à des sujets d'études qui devaient noter si ces jeunes femmes étaient séduisantes ou non et dans quelle proportion, etc. Et puis même chose, mais par ailleurs avec la voix. Et ils ont montré que les jeunes femmes qui étaient notées par le jury comme étant les plus jolies étaient aussi celles qui étaient notées comme ayant la plus jolie voix. Très bien, alors ça c'est effectivement une autre démonstration. Claude Fugain, un mot quand même aussi sur les défauts de la voix et sur le potentiel de correction qu'il est possible ou de restauration qu'il est possible d'atteindre. Beaucoup de travaux de recherche aussi portent sur la synthèse vocale, la voix artificielle pour se substituer à une voix perdue. Est-ce que, et vous au contraire, vous travaillez beaucoup sur la récupération de capacités vocales pour des gens qui ont des problèmes, soit des opérations, soit des accidents? Alors, bon, on voit des patients, bien sûr, qui ont... Qu'est-ce que la pathologie vocale? Quand il n'y a pas de normes, c'est un peu difficile. S'il y a des moyennes, il n'y a pas de normes. Mais tout à l'heure, je veux juste une seconde revenir sur ce que disait Nathalie, sur cette voix d'alto. Incontestablement, les gens ont la passion du grave. Et on supporte d'ailleurs très bien des voix graves, plus que des voix aiguës dans notre vie. On a tous l'exemple de Madame Cresson qui s'était énervée à l'Assemblée nationale et qui immédiatement s'était fait traiter d'hystérique alors qu'elle était légitimement passée dans les aigus comme le fonctionnement féminin l'y encourageait en fait. Bon, maintenant, comment on corrige? Alors il y a des problèmes multiples de voix. La plupart du temps, on se trouve devant des patients effectivement. 40% de nos patients sont enseignants environ dans nos consultations. Et là, on se trouve devant le problème à peu près, 30 à 40% de nos patients. 60% sont des commerciaux au sens très large du terme. Et puis 10% les chanteurs, les comédiens. Mais quand je parle de commerciaux, c'est des gens pour lesquels la voix est un outil important. Mais donc la plupart du temps, on va être à la recherche du forçage. On va être à la recherche de la mauvaise mécanique globale, respiratoire. Il y a 300 muscles qui bougent quand on chante ou quand on prend la parole. Il y a tous ceux de la posture, il y a ceux des jambes, il y a tout ce qui concerne la zone cervicale. Il y a 300 muscles environ. Donc on va essentiellement voir comment fonctionne cette mécanique. Je n'aime pas parler de technique d'ailleurs. On répare des mécaniques. On n'enseigne pas une technique pour corriger ses défauts. Donc c'est souvent cela, c'est la voix, souvent les gens nous disent on ne m'entend pas. Alors on va dire bêtement dans notre tête de médecin, on m'entend pas vraiment ou j'ai pas envie qu'on m'entende. Donc ça nous amènera à travailler d'une certaine façon. J'allais dire, il y a une part extrêmement mécanique, une part psychologique, une part sociale, de multiples parties à cette voix. Et selon les pathologies, on va avoir plus ceci ou plus cela. On me pose souvent la question parce que Guillaume Gallienne en a parlé de son phoniatre. Et on me dit toujours, mais qu'est-ce que vous avez fait avec lui, puisqu'il dit que ça a beaucoup changé sa vie. Bien sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de mécanique et qu'il y avait beaucoup de psychologique. Enfin, je cite cet exemple parce que tout le monde le connaît un petit peu maintenant et qu'il en a parlé lui-même. Mais donc, on va s'adapter un petit peu à ce qu'on aura pu noter au niveau du bilan quand on voit le patient pour la première fois. Mais entre psychologique, entre mécanique, voilà. Et on va s'adapter. Nathalie Henrich, le taux de patients enseignants cité par Claude Fugain confirme ce que vous disiez tout à l'heure, que peut-être cette profession aurait tout intérêt à mieux maîtriser sa voix. Bon, déjà, ils sont nombreux par rapport à d'autres professions. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les voit plus en avant. Mais je pense que d'autres professions moins nombreuses peuvent avoir des troubles de la voix aussi handicapants que les enseignants. Mais moi, c'est vrai que je milite pour que soit réinstauré dans le cursus de formation des enseignants
une partie de travail de la voix et de l'expression en général, de savoir s'exprimer face à une audience, de savoir être entendu, comme le disait. Être entendu. Moi, j'ai beaucoup milité aussi auprès des ministres de l'Éducation nationale. On disait toujours que c'était très passionnant, mais ça ne s'est jamais soldé par des choses. On me dit il n'y a pas assez de monde pour la formation. Faux, il y a des orthophonistes qui sont tout à fait adaptés à cela aussi. Et effectivement, on allait dans les IUFM, on y va, je crois, de moins en moins. Donc, c'est vrai que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait que ça se passe. Mais avant l'émission, vous parliez aussi d'enseigner la voix à tout le monde. L'expression orale à tout le monde. Et non pas uniquement aux enseignants, peut-être aux élèves aussi. Voilà. On aime bien l'orthographe, on aime bien. C'est très important l'orthographe, mais l'expression orale, c'est capital. C'est l'apanage de l'homme en plus. Donc. Nathalie Henrich. Oui, on ne peut pas dire que les élèves n'ont pas des cours d'expression orale. Je veux dire, on les fait beaucoup chanter, on fait de plus en plus de théâtre avec eux au niveau scolaire. Mais il y a cette façon-là de voir la voix, et puis il y a aussi le fait de savoir utiliser sa voix, son potentiel, de façon efficace. Johanna Rivys. Oui, je pense. J'ai juste envie de rajouter une chose, c'est que, à mon avis, une voix qui va bien, c'est une voix qui est extrêmement flexible, avec laquelle on peut faire beaucoup de choses différentes et qui peut s'adapter à n'importe quelle situation et à n'importe quel contexte. En fait, les personnes qui développent des troubles de la voix sont souvent des personnes qui restent fixées dans un mode de fonctionnement qui n'est pas un mode de fonctionnement adapté et qui est souvent trop intense et c'est trop fort, trop longtemps, quoi. Christian Hugonnet, oui, peut-être une chose aussi à rajouter, c'est qu'on ne s'entend pas. On ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais je crois que c'est intéressant de dire qu'on ne s'entend pas parler, ou très mal. Est-ce que je me trompe, Claude ? Donc l'audiophonique qui effectivement est plus tourné vers les autres que vers soi-même. Et puis cumulé aussi au fait qu'on n'écoute pas suffisamment aussi. Autrement dit, et c'est tout ce qu'on a dit jusqu'à présent va dans le même sens, si on avait cette écoute un peu plus profonde de notre environnement, on serait plus à même de mieux comprendre justement ces problèmes de timbre et ce vocabulaire aussi qui nous manque aujourd'hui. On repose toujours souvent les mêmes questions. Qu'est-ce que c'est que le timbre ? Il faudrait expliquer à nouveau. Tout ça devrait être dit, connu, évidemment, très largement, comme la peinture en France est largement aussi et bien décrite. Alors Marie Delquier me demande dans le casque si le bégaiement est un des dérèglements de... ce n'est pas un problème de voix, c'est un problème de parole. Voilà. Ça n'est pas du tout la même chose. Nous avons l'équivalent au niveau de la voix, on pourrait dire, pour faire simple, on a l'équivalent, ça s'appelle la dysphonie spasmodique. C'est un peu l'équivalent au niveau de la voix du bégaiement, mais le bégaiement ne fait pas partie des problèmes de voix. Alors je crois qu'on a un exemple de dysphonie pour terminer cette émission. Si on arrive à le retrouver dans la masse des échantillons que nous a amené Johanna Rivys. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Johanna Rivys, un mot ? Oui, c'est une voix. On sent la difficulté d'émettre cette voix. On sent le manque de puissance. On sent probablement la difficulté de cette femme à être entendue, à incarner cette voix, à s'y reconnaître et à l'utiliser. On sent que c'est une voix qui n'est pas flexible pour le coup. Ce qu'on disait tout à l'heure, si mes souvenirs sont bons, un cas de paralysie laryngée. En l'occurrence. Très bien, donc merci beaucoup à tous. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Claude Fugain, Nathalie Henrich, Christian Hugonnet et Johanna Rivys d'y avoir participé. Sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez trouver d'ores et déjà les références du livre de Johanna Rivys intitulé « La voix est soi, ce que notre voix dit de nous » et de l'ouvrage dirigé par Nathalie Henrich, « La voix chantée entre science et pratique ». Ces deux livres sont publiés aux éditions Debook. Vous trouverez également un lien vers la Journée mondiale de la voix. Et toujours sur notre site, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant 1 an.